Pierre Conessa, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? J'ai commencé par faire des études, j'ai commencé à faire des maths, et puis je me suis rendu compte que c'était pas ça qui m'intéressait. J'ai passé une agrégation d'histoire, et puis ensuite, au bout de 5 ans, je m'emmerdais. J'ai présenté l'ENA, j'ai réussi à l'ENA. Après l'ENA, j'ai été 5 ans juge administratif, et pareil, au bout de 5 ans, je m'emmerdais. Je suis parti au ministère de la Défense, où je suis resté beaucoup plus longtemps, toujours par tranche de 5 ans, parce que c'est à peu près la durée de mon cycle d'emmerdement, 5 ans. Puis après, je suis parti sur les aides à la presse, puis après, je suis revenu au ministère de la Défense. Enfin, à la Défense, j'ai fait tout sauf de l'administration. Et en particulier, chose particulièrement sulfureuse, j'ai fait de l'exportation d'armement, parce que ça fait partie de ces sujets qui sont... Après, j'ai été débauché par un copain qui avait créé une boîte d'intelligence économique. Donc pendant 10 ans, j'ai dirigé une boîte d'intelligence économique que j'ai quittée après pour aller vers la voie royale de la retraite, là où je suis actuellement. Profession stable s'il en est maintenant. Je ne pense pas que je reviendrai dans le circuit professionnel. Et maintenant, j'écris, quoi. C'est plutôt ça mon occupation. La meilleure définition de l'ennemi que j'ai trouvée, c'est la définition de Desproges qui disait l'ennemi est stupide parce qu'il croit que l'ennemi c'est nous alors qu'en fait l'ennemi c'est lui. La différence entre une dictature et une démocratie, c'est que dans une dictature, si un jour le chef se lève et qu'il dit on va faire la guerre, envahir le Koweït, exemple vécu, il y a évidemment autour de lui des courtisans qui lui disent oui, quelle bonne idée chef, on aurait dû y penser avant chef. Bon. Dans une démocratie, c'est pas pareil. Dans une démocratie, il faut que la guerre doit être présentée comme démocratique, c'est-à-dire qu'il faut que l'opinion publique soit convaincue. Et donc, selon les circonstances historiques, là, cette fois, on a effectivement plusieurs types de fabrication de l'ennemi. Alors, quand on est dans des conflits territoriaux, du genre récupérer l'Alsace-Lorraine, les faiseurs de guerre sont les historiens, les géographes, les juristes, la frontière naturelle. Comme si, tu sais, il y avait un moment où Dieu avait décidé qu'il y avait des pointillés à tel endroit et que là, ça devait séparer deux pays. Bon. Donc ça, c'était le cas le plus simple. Dans les guerres civiles, par exemple, on voit bien qu'il y a tout un certain nombre de conjonctions qui sont des intellectuels, qui sont des autorités religieuses, qui sont des pouvoirs locaux, qui vont expliquer que l'autre, c'est-à-dire le voisin, doit être tué. Alors le principe de la guerre civile, c'est qu'il vaut mieux le tuer vite, parce que sinon c'est lui qui risque de te tuer. La guerre, c'est une inversion de valeur. Dans la guerre, il faut tuer. Si tu tues pas, t'es tué par tes compatriotes. Mais tu vois que par exemple, quand il y avait le système de la guerre froide, on avait deux systèmes colossaux, face à face, avec tous les mécanismes, si vous voulez, pour démontrer que le mal, c'était l'autre et que nous, on était le bien. Pendant toute la guerre froide, on a fonctionné sur le discours d'Eisenhower. Quand Eisenhower quitte son deuxième mandat de président, il fait un discours expliquant qu'il faut se méfier du complexe militaro-industriel. Parce qu'il est en pleine guerre froide, il se rend compte qu'à peine sorti de la guerre, on a recommencé à faire des programmes d'armement, et il sentait, lui, à l'intérieur de la démocratie, qu'il y avait une contribution de ces industriels à l'augmentation des budgets de défense, à la création de nouveaux programmes, etc. Bon. Et donc on a fonctionné pendant toute la guerre froide sur cette idée-là, c'est-à-dire que c'était les industriels qui faisaient la guerre. La disparition de l'URSS, évidemment, c'est un choc gigantesque, puisque l'ennemi qui, pendant 70 ans, avait structuré toute la pensée stratégique, disparaissait. On va vous rendre le pire des services, on va vous priver d'ennemis. Il y a eu des cas de déconstruction de l'ennemi qui ont abouti à la paix. Le complexe franco-allemand, si tu veux, la réconciliation franco-allemande, c'était après 4 guerres. Il fallait des hommes d'État comme De Gaulle et Adenauer pour dire c'est fini, on arrête le match. Et c'est comme ça qu'on a construit l'Europe. Sur cette réconciliation franco-allemande, on va faire ensuite la construction de l'Europe. Évidemment, à partir de 91, les Occidentaux vont se mandater comme gendarmes de la planète. C'est-à-dire, ils vont dire, bon ben, puisqu'on a les moyens militaires, il faut intervenir. Et c'est là qu'apparaît le complexe militaro-intellectuel, puisque tu vois bien qu'avec la disparition de l'URSS, les soviétologues, par exemple, sont des gens qu'on regarde plus, on les interroge plus d'ailleurs. Pourquoi donc s'interroger sur ce qu'était la soviétologie, puisqu'ils sont plus soviétiques, ils sont plus communistes. Le 11 septembre, c'est effectivement un choc gigantesque, puisque c'est la première fois que les Américains connaissent la guerre sur le territoire, que cette guerre est filmée en direct, puisqu'on a tous suivi l'écroulement des Twin Towers, tous. Et donc, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui évidemment est un profond choc traumatique pour les États-Unis. Première chose, personne n'avait vu arriver le risque Ben Laden. Or, quand même, c'était un type qu'on avait aidé à combattre les Russes. Il avait râlé à cause de la guerre du Golfe, etc., etc. Mais enfin, c'est pour dire que le système n'est pas, encore une fois, malgré tous les moyens de renseignement, n'est pas capable de tout percevoir et de tout anticiper. À cause de l'importance du choc psychologique que ça va représenter aux États-Unis, va apparaître une nouvelle strate de ce complexe militaro-intellectuel qui s'appelle les psys. Parce que face à un choc comme celui-là, tu as deux solutions. Soit tu te dis, c'est de notre faute, pourquoi nous? Donc il faut s'interroger sur ce qu'on a fait. Si, l'autre solution, c'est de dire non, non, mais on n'a pas à se poser interroger pour ce puisque nous sommes le bien. C'est donc que c'est l'autre qui est le mal. Et donc il faut le qualifier.
Et donc, on va commencer à faire ce qu'on fait aujourd'hui avec Poutine, c'est-à-dire, mais en fait, ce type, il est un paranoïaque, schizophrène, tout ce que tu veux, parce qu'il ne peut pas être normal. 15 Saoudiens sur 19 terroristes, eh bien, George Bush fait en janvier 2002 un discours disant que c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord les axes du mal. Moi, je me suis beaucoup posé la question de savoir comment on avait évité l'Arabie Saoudite. Parce que quand même, c'était tellement évident. Dès le 12 septembre, il y a une boîte de relations publiques américaine qui s'appelle Corvis, qui vient voir l'ambassade d'Arabie Saoudite et qui lui dit, vous savez, vos affaires, ça va mal. Là, ils se rendent compte qu'effectivement, c'est pas jouable. C'est-à-dire, c'est plus possible d'être dans cette espèce de dédain de l'opinion publique internationale, dédaigner les questions de relations publiques, parce que là, maintenant, vous êtes au cœur du cyclone. L'intérêt de la ligne de communication de l'Arabie Saoudite, c'est qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite. Ils vont se rendre compte que la communication moderne, c'est aussi s'adresser à des spécialistes, c'est aussi savoir où appliquer le discours, sur qui peser, etc. Corvis, qui va obtenir vite un contrat assez juteux, qui va se poursuivre encore pendant assez longtemps, et puis Corvis ayant été racheté par Publicis, on continue sur le même sujet. Bref. Corvis va se consacrer à essayer de jouer de son influence sur le Congrès, parce que le Congrès est en train de faire un rapport sur le 11 septembre. C'est-à-dire le Congrès veut comprendre. Bon. Et on va réussir à obtenir ce résultat fantastique, c'est qu'il y a 28 pages du rapport du Congrès qui sont classées secret défense par George Bush, déclassifiées que par Obama 14 ans plus tard. Le magnifique résultat, c'est celui dont je te parle, c'est-à-dire que George Bush ne parle pas un mot sur l'Arabie Saoudite après le 11 septembre. Et donc, tu vas avoir des gens qui sont des sociétés de relations publiques, tu vas avoir des intellectuels médiatiques, tu vas avoir des humanitaires, tu vas des tas de gens qui, à partir de la disparition de l'URSS, vont dire telle crise est importante, et pourquoi elle est importante? Parce qu'il y a un massacre, on ne peut pas ne pas, etc., etc. C'est un système qui mélange une alchimie des plateaux télé avec un certain nombre de spécialistes, entre guillemets experts, etc., qui vont venir pour expliquer la chose. Si on transpose l'analyse sur un sujet qu'on a tous vécu, qui est le Covid. Le Covid, c'est prodigieux. Maladie que personne ne connaît, mais tout à coup, les plateaux télé sont peuplés de spécialistes du Covid. Mais tu vas avoir plein de spécialistes du Covid d'une maladie que personne ne connaît. Parce que l'attirance médiatique, c'est-à-dire la capacité à apparaître dans un média, change les termes du débat. C'est l'apparition dans le média qui fait l'expert, c'est pas la connaissance du sujet. Donc tu vois comment le mécanisme médiatique, si tu veux, change le processus décisionnel et en tout cas s'adresse à l'opinion pour donner le sentiment qu'on maîtrise le sujet, pour montrer qu'on interpelle le politique sur ce qu'il doit faire, pas faire, etc. Pour ne citer que BHL, c'est un type qui a de l'argent, il est d'une grande famille industrielle, etc. Lui, ce qu'il recherche, évidemment, c'est la notoriété, la reconnaissance internationale, enfin la reconnaissance, évidemment, sur le territoire français, etc. Ça te renvoie à un modèle social qui est typiquement français, qui est justement l'intellectuel. Nous avons une tradition d'intellectuels universalistes. Et donc ce modèle a été créé évidemment a donné naissance, si tu veux, à une école de pensée qui fait que l'intellectuel va être une espèce de référent pour la société auquel il faut s'adresser quand on ne comprend pas. Intellectuel universaliste, intellectuel défenseur du pauvre et de l'orphelin, ça va donner naissance à une troisième catégorie qui était historiquement importante, qui va être la catégorie Sartre. C'est-à-dire Sartre va être considéré comme le grand intellectuel des années 50, 60, 70 en France. Or, il n'y a pas un individu qui s'est plus systématiquement trompé sur les questions internationales que lui. Il a été stalinien, il a été maoïste, il a défendu le Cambodge. Bon, il s'est battu pour l'indépendance de l'Algérie. Donc ça, au moins, sur ce côté-là, il a eu raison. C'était une époque où on considérait que le méchant, c'était Aron et le gentil, c'était Sartre. On en est un peu revenu. Mais il reste que ce modèle de l'intellectuel, dans lequel l'idéologie l'emporte sur la réalité, c'est ça qui est la démarche importante, fait que l'intellectuel se met dans une position où il dit mais aux auditeurs, mais j'en sais plus que vous, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça, tu vois. Bon. Donc, tu as à la fois une posture qui est une posture de prestige, je suis un intellectuel, je vais vous expliquer parce que je vais vous utiliser tel argumentaire, telle référence idéologique, etc. etc. Tu obtiens un statut, si tu veux, qui va être qu'est-ce que BHL pense d'eux. C'est pas le seul, hein, c'est pas le seul. Il faut pas que l'individu, la figure de pro du système, cache le système. Il y en a d'autres qui sont des référents universels. Par exemple, il y en a un autre que j'adore, c'est Alexandre Adler. Alexandre Adler est un type qui, justement, écrit sur tout. Mais ça, c'est des mecs qui tiennent des positions de pouvoir, à France Culture, dans les médias, etc., etc. Tu te dis, mais pourquoi le système
ne les épure pas à un certain moment. Épisode vécu. L'autre fois, j'étais dans un débat à côté d'un chef d'état-major de l'armée de l'air. On se met à discuter, on se connaissait depuis longtemps. Il me raconte son entretien avec BHL sortant de l'Élysée pour aller faire la guerre en Libye. BHL vient lui expliquer à lui comment il fallait faire la guerre aux Libyens. Or, lui avait fait la guerre aux Libyens puisqu'il avait combattu pour l'histoire de la bande d'Aouzou. Il me dit, ce type est fou. Ce type est fou. Bref. On va dans le débat, on discute, etc. On sort, et qui on voit inviter en vedette américaine? BHL. Alors, je me tourne vers la fille de la télé, je lui dis, mais attendez, pourquoi vous l'invitez seul? Vous avez ici quelqu'un qui l'a pratiqué, vous pouvez le garder, vous aurez un débat. Ah, je vais en parler à la direction de la chaîne. Le destinataire final de ce complexe militaro-intellectuel, c'est de peser sur le politique. C'est ça la chose. Donc tant que le politique lui-même n'a pas d'expérience internationale, qu'il n'a pas fait le service militaire, qu'il se dit il y a les élections municipales dans 3 mois, etc., les éléments de sa décision n'ont plus rien à voir avec la crise. On vit dans une société du spectacle, hein. C'est pas moi, c'est Debord qui a inventé ça. Je montre que je m'occupe de ça, je montre que je suis décisionnel. Ça veut dire que l'apparition sur des chaînes de télé, l'apparition dans des chaînes d'infos en continu donne le sentiment que tu es un des grands penseurs et un des grands acteurs de la vie politique. Si le politique lui-même considère que l'interpellation est suffisamment efficace pour qu'il faille que tu prennes une décision, les éléments de sa décision, c'est pas l'intérêt de la crise elle-même. Les éléments de sa décision, c'est qu'est-ce que j'en tire électoralement. Le cas de la Libye est fascinant. Pour ne citer que BHL, on va avoir un individu qui est allé en Libye, qui revient en disant j'ai rencontré les insurgés, il y a le nouveau Massoud. Tu vois la référence. Bon. Il y a le nouveau Massoud, il faut aller les aider. Et il va réussir à convaincre un président de la République qu'il faut absolument solliciter un mandat de l'ONU pour aller empêcher Kadhafi de profiter de sa supériorité aérienne. Le ressort premier, tu te souviens, c'est la position de BHL, qui va réussir à convaincre un homme d'État que, effectivement, il y a beaucoup de choses à tirer de cette action, puisque personne adorait Kadhafi. Kadhafi était l'exemple même, si tu veux, de l'individu qui était un peu starbé, qui était à la fois un grand leader et en même temps une espèce de délire. Enfin, c'était étonnant. L'idée de détruire un régime comme celui-là, vu de Saint-Germain-des-Prés, c'est une mission de service public. Donc le fait que notre individu aille voir le président en disant « j'en viens, il y a une insurrection, il faut les protéger, etc. » Nos avions, ils ont commencé à bombarder la pseudo ou la soi-disant colonne de chars. Et à travers le bombardement de la colonne de chars, il y a tout le reste qui va s'enchaîner, c'est-à-dire le fait que, effectivement, Kadhafi est paralysé, il n'a plus le moyen d'utiliser son armée, qui commence à bouger, etc. Et finalement, il est intercepté par les insurgés et il est lynché. Bon. Donc, tu te dis, on voit bien comment quelque chose dont on pouvait justifier au départ que c'est à partir d'une bonne intention débarrasser la terre d'une dictature, mais enfin, si c'était devenu une mission de service public, il y aurait beaucoup de boulot, quoi. Et donc, on avait choisi cette cible. Je laisse de tomber l'idée que Sarkozy ait pu toucher du pognon de Kadhafi ou pas, j'en sais rien, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est comment on convainc une société et son armée de vouloir intervenir dans un conflit en disant on ne peut pas ne pas. Et le discours des Américains, c'était oui, mais vous avez de la chance, maintenant vous avez la démocratie. Alors, tu vois l'adéquation entre l'outil militaire et l'objectif politique. Si tu détruis un pays, que les mecs se sentent plus mal qu'à l'époque de la dictature, on ne peut pas dire que tu es rempli ton objectif politique. L'effet induit, ça va être la Syrie, etc. Et donc maintenant, on a laissé au Moyen-Orient une pagaille comme c'était inimaginable. Reprenons le cas de l'Irak. Alors que ça n'avait aucun rapport, que les Irakiens n'avaient aucun rapport avec les attentats du 11 septembre, donc George Bush va décider de l'invasion de l'Irak. Il y a deux forces politiques qui poussent George Bush à cette décision. La première, c'est les néoconservateurs. Les néoconservateurs sont ces gens qui, à part le 91, se sont sentis tout à coup pousser des ailes, puisqu'ils disent, voyez, on est la seule superpuissance. Si nous avons gagné, c'est que nous sommes le camp du bien, et donc il faut qu'on répande le bien sur la planète. C'est une tradition américaine qui est assez ancienne. N'oublie pas que les pères fondateurs arrivent aux États-Unis. Ils édictent une théorie qui s'appelle la théorie de la destinée manifeste, c'est-à-dire manifestement, Dieu nous a mandatés pour faire de ce pays le paradis sur Terre. Bon. Ensuite, ils vont étendre le paradis en Amérique latine avec différentes interventions. Enfin, tu vois la conception que ça traduisait derrière. Ensuite, tu vas avoir les néo-évangéliques. Les néo-évangéliques, c'est la phase protestante du radicalisme religieux. Les pères fondateurs arrivent aux États-Unis. Ce sont des protestants qui ont été persécutés par notamment par des catholiques, par d'autres protestants, et donc vont se trouver tranquilles aux États-Unis. Quand il va se passer la guerre de l'Irak, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là ont une posture totalement théologique. Ils disent pas il faut détruire Saddam Hussein parce que c'est un méchant, il torture, etc. Ils disent l'Ancien Testament garantit que le retour du Messie se fera quand sera constitué le Grand Israël. Donc là, une des conditions, c'est la disparition de Saddam Hussein. Donc ils vont appuyer cette guerre
pour des raisons, encore une fois, totalement théologiques. Simplement, on faisait comme si, puisque c'était le camp du bien et que l'autre c'était le camp du mal, il n'y avait pas à chercher les excuses. Donc tu vois comment des strates très différentes et qui, encore une fois, n'ont rien à voir avec des questions stratégiques, vont décider d'intervention militaire. Et j'ai calculé que depuis 91, porté par cette espèce d'hubris, cette ivresse guerrière qui nous a occupés après la disparition de l'URSS, on a fait une trentaine d'interventions militaires. On a fait 4 guerres au Moyen-Orient, on a fait un certain nombre d'interventions en Afrique, enfin bon. Quand tu te mets de l'autre côté, c'est-à-dire tu te mets du côté de Poutine, il dit, mais attends, ces mecs, ils n'ont pas cessé d'intervenir sur la planète entière, ils ont étendu l'OTAN à Yeltsin. Les Russes ont eu ce sentiment que l'extension de l'OTAN qui est arrivée à leurs frontières, l'idée qu'on puisse avoir des missiles balistiques juste à la limite de la frontière de la Russie, le fait qu'il reste 20 à 25 millions de Russes hors de Russie. Derrière, il y a une espèce de bombe à retardement. Tu vois, si on fait semblant que les Russes, la revendication des Russes ne peut pas être prise en considération parce qu'ils ont envahi, ce qui est vrai. En même temps, on se dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe demain s'ils décident de faire la même chose au Kazakhstan? C'est pas l'OTAN qui va aller défendre le Kazakhstan. Tu as encore sur les plateaux télé des tas de gens qui disent, non, non, il faut faire plus, il faut faire moins. Nous, les Français, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça. Quand George Bush décide d'envahir l'Irak, encore une fois, qu'il n'avait aucune responsabilité dans les attentats du 11 septembre, Chirac dit non. Il dit non, 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 c'est une connerie, on n'ira pas et on mettra notre veto. Ce qui était vraiment le crime de lèse-majesté suprême. Bon, il se trouve qu'il était avec les Russes en plus, à dire qu'ils mettraient leur veto. Mais pour les Américains, c'était un choc. Comment pouvait-on contester la décision de la plus grande démocratie du monde? Le bras armé de Dieu. Le bras armé de Dieu, oui. Mais il y avait des séances à la Maison-Blanche où ils s'arrêtaient pour prier tous ensemble. Tu as des deux côtés, si tu veux, cette espèce de posture des radicaux qui se disent « mais de toute façon, nous sommes mandatés par Dieu ». Chirac est trahi par les siens. C'est-à-dire que ces deux successeurs à l'Élysée vont s'engager dans la guerre dans la roue des Américains. Donc tu vois qu'il y a un processus décisionnel qui ne concerne absolument pas l'opinion. Ça se fait hors de l'opinion. Ça se fait avec des gens qui expliquent comment on ne peut pas ne pas. Vous vous rendez compte, regardez ce qui se passe, il faut aller sauver des vies, il faut aller sauver des femmes, il faut aller sauver des enfants, tout ce que tu veux. Mais la pagaille, c'est nous qui l'avons installée là-bas. À travers la crise ukrainienne, on a essayé d'empêcher la crise. C'est-à-dire Français et Allemands ont essayé de négocier ce qu'on appelle les accords de Minsk. C'est-à-dire en disant, depuis 2014, depuis le moment où les Russes de la partie Est commençaient à s'insurger, il faut trouver des modalités de respect de leur culture, de trouver des moyens de, comment dire, de coexister, etc., etc. Il y a eu 2 accords de Minsk. En fait, ces accords de Minsk n'ont jamais empêché que la guerre continue sur la partie est de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même 14 000 morts à la frontière de l'Ukraine. Donc la responsabilité de Kiev, si tu veux, dans l'entretien de la guerre, on comprend très bien qu'ils veuillent qu'ils ne veuillent pas voir une partie de leur territoire faire sécession, mais en même temps tu peux comprendre l'autre côté, c'est-à-dire des types qui disaient mais nous on ne respecte pas nos droits. L'ukrainien effectivement c'est la langue officielle, mais c'est à l'exclusion du russe, qui était la langue jusque-là acceptée. Bon donc si tu veux ces brimades successives ont fait la suite de l'histoire que tu connais. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ces gens-là vont considérer qu'ils sont en état de sécession insurrectionnelle, quoi. Il reste un fait. L'invasion est russe. Pas discuter là-dessus. C'est une décision unilatérale de Moscou de faire entrer ses troupes. Ils avaient déjà soutenu militairement les sécessionnistes du Donbass et du Donetsk, mais en tout cas, là, il y a une invasion. Bon. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est à la limite moins la guerre que la façon dont on raconte la guerre. Tu comprends bien ce que je veux dire par le complexe militaro-intellectuel. Poutine, il dit qu'il veut négocier une semaine avant que l'invasion ne se déclenche. Donc, on peut considérer que l'individu est un peu un bâton merdeux quand même. C'est pas un type à qui on peut faire toute confiance. Il fait un plan d'invasion avec 5 axes de pénétration sur l'Ukraine, dont un qui devait aller à Kiev. Donc on voit que son intention n'était pas de défendre le Donetsk. C'était effectivement de prendre Kiev. Un manque de chance, ça marche pas. Bon, ça marche pas et finalement il va être obligé, sur aucun des axes de pénétration ça ne va marcher, sauf qu'il va tout rapatrier sur la partie Est pour finalement dire mais en fait mon intention depuis le départ c'était de défendre les russophones. Bon. Même si ça s'étale sur plusieurs années, ça veut dire que les formules diplomatiques n'avaient pas marché. S'intéresser au mode de pensée des autres, c'est-à-dire de ne pas prendre comme référence son propre mode de pensée pour expliquer que l'autre est dans le tort, c'est une manière d'essayer de comprendre, si tu veux, pourquoi l'autre, qui est après tout aussi rationnel que nous, peut avoir un point de vue totalement différent sur le même phénomène. Aujourd'hui, on parle au nom de la communauté internationale en disant qu'il faut mettre Poutine sous embargo international. Et tu as des pays, la moitié de l'humanité, ou les 3/4 de l'humanité, qui sont la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil, qui disent « Non, attendez, ça c'est pas notre guerre, c'est la vôtre ».
Mais tu comprends que cette légitimité tirée de 91, c'était de se dire, mais nous sommes la communauté internationale. Or, on s'aperçoit avec la crise de l'Ukraine que nous ne sommes plus la communauté internationale. Donc, tu as vu le voyage du Sénégalais, là, qui est allé à Moscou pour dire, attendez, moi, je ne veux pas subir les effets d'une guerre qui n'a pas été déclenchée par nous et qui ne nous concerne pas. Je ne sais dans quelle ambassade française, l'ambassadeur avait affiché le drapeau français, le drapeau européen et le drapeau arc-en-ciel. Les autorités locales ont protesté en disant c'est inadmissible, nous on n'a pas de raison d'entrer dans vos revendications qui sont le droit des gays, des bisexuels, des transsexuels, etc. etc. L'autre fois j'étais dans un débat invité parce que Macron allait rencontrer Orban. Alors Orban c'est le chien fou du système européen puisqu'il a ses positions populistes, etc. etc. Et j'avais en face de moi un type qui justement expliquait que Macron ne devait pas rencontrer Orban parce qu'Orban ne respectait pas toutes ces pratiques sexuelles minoritaires, si tu veux. Bon. Et je lui disais, mais attendez, Orban, il a été élu 2 fois dans des élections qui n'ont pas été contestées. Donc qu'est-ce qui a de l'importance? C'est que ce type soit représentatif ou qu'il respecte vos valeurs. Tu vois le hiatus. Donc, Orban, vous en pensez ce que vous voulez, mais enfin, c'est pas le rôle d'un chef d'État d'aller vérifier si le chef d'État local, il a respecté le droit des transgenres, le droit des machins, le droit des machins, le droit des machins. Tu vois comment progressivement, le discours diplomatique est influencé par des règles qui sont justement des membres de plus en plus actifs de ce complexe militaro-intellectuel. Et alors, au bout du compte, bon, j'étais un peu vache parce que j'ai dit au type, mais vous savez, les culs, là, ceux qui savent pas s'ils sont hommes ou femmes, comment vous faites les recensements? Là, il a trouvé que j'avais violé la règle de la bonne conscience. Mais tu te rends bien compte qu'il y a une partie de la planète qui en ont rien à foutre de ce qu'on est en train d'expliquer. J'ai dit au type, mais quand Orban est rentré dans l'Union européenne, personne ne connaissait les transgenres. Tout à coup, vous mettez une nouvelle strate en disant, regardez, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci. Mais de quel droit vous réglementez la vie internationale? Il y a des pays dans lesquels ces problèmes ne sont pas considérés comme des problèmes majeurs.